est destiné à réaliser certaines des plus grandes prouesses techniques au monde. La France a eu à sa tête des dirigeants qui se prenaient pour des dieux et qui ont fait régner la guerre à travers le continent. Sa quête de la perfection a poussé cette nation à construire à d'incroyables échelles. Notre-Dame est une structure époustouflante de modernité. Mais l'extravagance de ses dirigeants a conduit à la Révolution et mené l'Empire au bord du désastre. Du chaos est sorti un conquérant. Napoléon est une force de la nature. Son seul but, un empire à l'échelle de Rome. « 1163, Paris. Une armée d'ouvriers du bâtiment tirant des charges de pierre calcaire envahit en masse l'île de la Cité au milieu de la Seine. Ce site est sacré depuis des millénaires. C'était jadis un lieu de culte druidique, avant d'être transformé en temple romain à la gloire de Jupiter. Plus tard, il allait devenir un pont de ralliement pour les pèlerins chrétiens honorant Saint-Denis, qui y fut torturé avant d'être décapité. Le roi de France vient d'ordonner la construction d'une nouvelle cathédrale qui fera l'envie de toute l'Europe. Ce roi, c'est Louis VII. La cathédrale Notre-Dame, parmi les plus somptueuses jamais construites. Allons enfants de le petit, le jour de gloire est arrivé. The day of glory has arrived. Bonjour, je m'appelle Peter Wheeler. J'ai appris la Marseillaise, cet hymne passionné, il y a une quinzaine d'années, quand j'ai décidé de venir passer quelque temps à Paris pour retracer les étapes de la Révolution française. Mais l'héritage immédiat de la Révolution française n'a pas été des jours de gloire. C'était le règne de la terreur, qui a laissé la France dans le chaos politique, avec des cadavres sans tête. Un chaos d'où a surgi Napoléon. La démocratie viendrait plus tard, mais si ses fondements baignent dans le sang, ils baignent aussi dans la beauté. Et la gloire et la beauté de la France perdurent dans son esprit d'invention et d'innovation en matière d'art et de sciences, d'aménagement urbain, d'architecture, et dans son incroyable capacité à bâtir. Par exemple, une cathédrale. Le mot cathédrale ne se réfère pas seulement à une grande église. Il vient de cathédra, qui signifie siège. Le siège de l'évêque ou de l'archevêque, représentant du pape dans le diocèse. Voici la cathédrale de Paris, Notre-Dame de Paris, dédiée à la Vierge Marie. Pas mal, hein? Probablement l'église la plus célèbre du monde. Au début du Moyen-Âge, les églises étaient construites dans le style roman, qui empruntait à celui de la Rome antique, avec ses colonnes et ses chapiteaux. Les églises romanes étaient massives et d'élévation modeste, avec des murs épais et de minuscules fenêtres et des voûtes en berceau. Les sculptures romanes étaient elles aussi austères et massives. Mais les églises ne pouvaient accueillir beaucoup de fidèles. L'évêque de Paris, Maurice de Sully, ne voulait pas seulement une église où l'on puisse tenir par milliers, il voulait une église qui inspire la crainte de Dieu. En France, De Sully était une figure emblématique de la chrétienté. Après des années de lutte sanglante, l'évêque de Paris et Louis VII voulaient asseoir leur contrôle sur les terres féodales de France. Leur grande cathédrale serait la pierre angulaire de ce nouveau régime et le symbole de leur autorité. Elle serait édifiée d'une façon unique au monde. Maurice de Sully était évêque de Paris à l'époque où la ville était en pleine expansion. Louis VII en avait vraiment fait la capitale du royaume de France. Sully voulait construire un édifice qui soit à la hauteur du statut de la ville et des grands seigneurs. Les 2 siècles qu'il a fallu pour construire Notre-Dame, du XIIe au XIVe siècle, constituent une période dite gothique. Mais à l'origine, le terme était péjoratif.
C'est toujours le cas quand une génération n'aime pas ce qu'a fait la précédente. L'art gothique était l'art des Goths, autrement dit des barbares. Mais le gothique est majestueux, avec de longues flèches décoratives et d'étroites fenêtres en ogive, et des rosaces et des vitraux, avec d'énormes piliers à l'intérieur et de larges nefs. Le gothique, c'est d'abord un élan vertical. L'une des caractéristiques de ce style, c'est le sentiment d'espace, les dimensions et l'extrême légèreté à la fois de la structure, mais aussi liée à la luminosité, grâce à la présence des vitraux. Cela offrait une nouvelle vision du paradis aux fidèles. Notre-Dame avait la longueur d'un terrain de football avec des murs culminant à plus de 30 mètres du sol. Elle était si grande qu'elle allait engloutir la vieille église de Maurice de Sully où l'on continuait à célébrer la messe les premières années de la construction de la cathédrale. Un échafaudage permettait de soulever outils et matériaux, des entretoises à la maçonnerie, nécessaires à la construction des voûtes. Faisant office de grue, une roue installée en haut de l'échafaudage et actionnée par un homme levait les matériaux les plus lourds. Un homme, voire deux, était à l'intérieur de la roue et permettait de hisser les matériaux. Pour des milliers d'ouvriers, la construction de la cathédrale allait représenter le travail de toute une vie. Chaque maçon avait une marque qu'il gravait dans le bloc de pierre. Cela lui permettait d'être payé à la pièce. On a eu souvent l'idée romantique que chaque pierre était une prière gravée. Mais la réalité est beaucoup plus terre à terre. S'il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de travail. Les milliers de tonnes de pierres nécessitées ont entraîné un véritable culte autour des chariots. Nobles et roturiers s'attelaient à des chariots à bœufs et charriaient les pierres en espérant l'absolution. Contrairement à l'époque romaine, à la Renaissance ou même à notre époque, où l'architecture est déductive, c'est-à-dire pensée d'abord sur le papier, l'architecture gothique est additive. Certaines églises sont esquissées à même le sol et élevées sur place. Certes, il y avait un plan, mais en cas d'erreur, on ajoutait un pilier, un mur ou un arc en ogive. Pour ce qui est de Notre-Dame, il fallait compter avec le poids des pierres. La poussée vers le bas était phénoménale et le vent posait un réel problème à cause de la hauteur. On a finalement eu recours à ce génial élément de construction appelé l'arc-boutant. Il s'agit de ce demi-arc qui déplace le poids des voûtes vers l'extérieur, puis vers le sol. Notre-Dame était si magnifique qu'elle a lancé la mode des édifices gothiques à travers toute l'Europe du Nord, et ce, avant même d'être achevée. Auparavant, l'ambition des constructeurs s'était toujours heurtée à la pesanteur. Le poids écrasant d'un plafond de pierre exerçait trop de tension extérieure sur les murs. Tout a peut-être débuté par une sorte d'échafaudage ingénieux pour soutenir les murs. Mais alors que les architectes couchaient sur le papier leurs brillants plans à l'ombre de la structure qui s'érigeait, la solution de l'arc-boutant s'imposa comme un élément de construction déterminant. Ainsi, les murs porteurs purent accueillir de larges ouvertures pour de magnifiques fenêtres, ce qui était impossible auparavant. Ils n'auraient pas été assez solides. En 1190, les murs sud et nord de la nef, ainsi que les voûtes inférieures, étaient érigés. Les tours étaient également avancées et s'élevaient à la hauteur de la grande rosace ouest. Sans doute le vitrail le plus célèbre au monde. En 1196, alors que sa santé déclinait, de Sully était bien déterminé à faire de Notre-Dame la cathédrale d'Europe la plus extraordinaire, même s'il ne la voyait pas achevée. Dans son testament, Maurice de Sully a octroyé une somme d'argent pour le toit de la cathédrale. Et à travers sa générosité, il a laissé sa marque sur son église bien-aimée. La cathédrale fut terminée au milieu du XIVe siècle, près de 200 ans après le début de sa construction. C'était le symbole d'un empire naissant. Sa splendeur et sa beauté annonçaient les glorieuses conquêtes à venir.
auparavant, le pouvoir allait être ébranlé jusque dans ses fondations par un dirigeant qui se prenait pour un dieu et qui allait cerner la France de fortifications spectaculaires et construire le plus grand palais du monde. « 1648. Une nouvelle famille règne sur la France, la Maison de Bourbon. Le pays sort de plusieurs siècles de guerres sanglantes et d'épidémies de peste. Le nouveau roi a tout juste 9 ans. Il s'appelle Louis XIV. Il commence son règne alors que les nobles qui ont perdu la lutte pour accéder au pouvoir ne veulent pas accepter leur défaite. Avec un jeune garçon à la tête de l'État, ils entrevoient une opportunité. Les nobles se révoltent, forçant le jeune roi et les siens à prendre la fuite. Mais la famille royale reprend le pouvoir et Louis jure qu'il ne laissera plus jamais personne défier son autorité. En grandissant, le jeune garçon développe un goût pour l'extravagance, notamment pour les projets de construction pharaonique. Contrairement à Notre-Dame, qui est un monument à la gloire de Dieu, Louis est déterminé à bâtir un monument à sa propre gloire. En rupture radicale avec les souverains précédents, Louis décide de transférer le siège du gouvernement hors de Paris et de l'installer dans une petite ville située 20 km plus au sud, Versailles. En 1661, les architectes commencent à travailler sur un colossal complexe de bâtiments qui deviendra le centre nerveux de l'Empire. Louis XIV voulait un résultat spectaculaire. Il voulait des ouvrages spectaculaires, avec une architecture spectaculaire. Versailles en dit long sur l'image qu'il voulait donner au monde. Il voulait être le monarque le plus puissant. Versailles. C'est ici que les perruques poudrées et la pâte feuilletée vont être élevées au rang d'art. 700 pièces, 2000 fenêtres, 1250 cheminées, plus de 700 hectares de jardin, 1400 fontaines en activité. Ce décor magnifique représentait non seulement la maison de Louis XIV, mais accueillait aussi ses bureaux, car quand on est roi, on ne va pas au travail, c'est le travail qui vient à vous. Après tout, n'a-t-il pas dit « l'État c'est moi » ? Et quel meilleur lieu pour l'incarner qu'une demeure avec une immense galerie ornée de glace. Autrement dit, si on vous invitait à Versailles, il ne fallait pas avoir peur de marcher. En 1682, date de son achèvement, Versailles symbolisait la puissance et la gloire de l'Ancien Régime. Ces jardins et fontaines étaient les plus beaux que l'on ait jamais vus. Mais ils nécessitaient une chose, de l'eau. Pour résoudre ce problème, Louis XIV passa commande de son ouvrage d'art le plus spectaculaire, la machine de Marly. Une énorme station de pompage qui puisait l'eau de la Seine, 5 km en amont, pour alimenter ces chères fontaines. Inaugurée par le roi en 1684, la machine de Marly était un prodige d'ingénierie hydraulique. Elle fonctionnait grâce au courant de la Seine qui actionnait 14 gigantesques roues à aubes capables de fournir 5000 mètres cubes d'eau par jour. Louis XIV se considérait au-dessus des simples mortels. Il s'identifiait à Apollon, le dieu grec du soleil, allant jusqu'à se faire appeler le roi soleil. Alors que Louis XIV s'attribuait tous les pouvoirs dans son pays, il gardait un œil sur le reste de l'Europe. Louis XIV était un agresseur dans une Europe où la France était déjà la puissance dominante. Pour réaliser ses rêves de domination, le monarque français fit appel à l'un des plus grands ingénieurs militaires du monde, Sébastien de Vauban. Vauban avait fait des prouesses sur les champs de bataille avec une stratégie d'attaque révolutionnaire, le système des tranchées parallèles. Elle permettait d'épargner de nombreuses vies et allait changer la façon de faire la guerre pendant des siècles. 1673.
Vauban s'apprête à soumettre sa stratégie d'attaque parallèle à l'épreuve suprême, sous le feu de l'ennemi, lors du siège de la forteresse hollandaise de Maastricht. Vauban fit stationner les troupes dans une première tranchée creusée parallèlement à la forteresse, à environ 500 mètres de la place, hors de portée des canons. Des tranchées parallèles furent successivement creusées jusqu'à ce que l'artillerie de Louis XIV soit suffisamment proche de la forteresse ennemie pour l'atteindre. Sa technique fonctionna parfaitement. Les troupes françaises s'infiltrèrent par les brèches et écrasèrent les Hollandais. La nouvelle stratégie guerrière de Vauban entraîna victoire sur victoire et permit à Louis XIV de se rendre sur le front. Un exercice périlleux pour les monarques l'ayant précédé. Vauban lui offre la possibilité d'être le vainqueur. Les plus belles attaques orchestrées par Vauban sont celles où le roi est présent. À chaque printemps, Louis XIV prenait la tête de son armée pour assiéger les villes frontalières. Une grande partie de la cour l'accompagnait, y compris son épouse et sa favorite. Les tactiques de siège de Vauban permirent à Louis XIV de repousser les frontières de son royaume. En matière de défense, la construction ou la restauration de 300 forteresses à travers le pays protégèrent la France des attaques extérieures. Dans la Rome antique, la forme géométrique par excellence de la construction était le cercle ou le carré, pour leur précision et leur symétrie. Nous parlerions aujourd'hui de structure de base. C'est ce qui a inspiré Vauban pour l'édification de ces citadelles, qui avaient la forme d'une étoile. Mais son vrai génie a consisté à adapter ces édifices à n'importe quel terrain. Il savait étudier les vallées, les fleuves et les falaises et construire des tranchées, des douves et des murailles avec le maximum d'efficacité. Il savait éliminer les angles morts où les assaillants pouvaient s'embusquer et donner aux assiégés les meilleurs postes d'observation pour repousser l'adversaire. Vauban a permis à la France de repousser pendant 150 ans les guerres hors de ses frontières. Elles avaient toujours lieu hors du royaume, ce qui arrangeait grandement le roi. Mais les dépenses inconsidérées de Louis XIV pour ces centaines de forteresses mena le pays au bord de la faillite. Vauban proposa au roi une solution simple, taxer aussi bien les nobles que les paysans. Sa proposition fut rejetée, mais l'idée allait ressurgir un siècle plus tard, lors de la Révolution. En attendant, Louis XIV était le plus puissant monarque du monde. Parallèlement à son expansion européenne, il s'apprêtait à dominer les mers avec un canal reliant l'Atlantique et la Méditerranée. Une aventure en laquelle personne ne croyait. Louis XIV a dompté la nature aussi facilement qu'il a bâti son empire. Il a créé les parcs et jardins de Versailles là où tout n'était que marais. Il n'a pas hésité à détourner le cours des rivières pour alimenter ses 1400 fontaines. Mais pendant leur construction, un percepteur de l'impôt sur le sel, Pierre-Paul Riquet, faisait d'autres rêves aquatiques. Il rêvait de relier la Méditerranée et l'Atlantique grâce à une voie navigable qui traverserait la France entière. L'influence de la France sous le règne de Louis XIV était si grande que le français devint la langue parlée par les lettrés d'Europe et la langue de la diplomatie parmi les monarchies européennes. Mais Louis XIV détestait l'idée de dépendre de ces monarchies, en particulier de l'Espagne, qui avait accès à la Méditerranée et à l'océan Atlantique. Pierre-Paul Riquet, ce fermier des Gabelles, animé d'un grand rêve, allait résoudre le problème grâce au canal du Midi, qui non seulement relierait la Méditerranée et l'Atlantique, mais ouvrirait la voie à la révolution industrielle du XIXe siècle. Avoir un canal était alors un atout indispensable à tout pays qui voulait s'enrichir. Pierre-Paul Riquet n'était qu'un jeune garçon quand il entendit parler pour la première fois de l'idée d'un canal traversant la France afin d'éviter aux navires le long détour par l'Espagne. Il se l'appropria et ne la lâcha plus. Riquet ne devait pas être facile à vivre, car il était très pris par son projet. Il était obsédé par ce canal. Quelque chose en lui le poussait à construire, à bâtir un ouvrage qui passerait à la postérité. 1662.
Après avoir fait fortune dans la collecte d'impôts pour le roi, Riquet, âgé de 52 ans, est prêt à sortir de sa retraite dorée pour entrer dans l'histoire du génie civil. Il a trouvé une solution ingénieuse à l'un des problèmes les plus déroutants du siècle. Comment faire en sorte que le canal soit toujours approvisionné en eau? Riquet découvre une série de rivières qui peuvent être déviées pour alimenter le canal à son point culminant. Mais il lui faut contrôler le débit de l'eau tout au long de l'année. Il a compris que l'eau ferait défaut l'été et qu'il en fallait un gros volume pour constituer un réservoir. Le site a été trouvé. C'est ainsi que le barrage de Saint-Ferréol a vu le jour. C'était impressionnant. On tenait la solution. Un réservoir. C'était un éclair de génie. Riquet avait passé cet écueil jusqu'alors infranchissable. Il n'y avait qu'un problème. Pour approvisionner suffisamment en eau le canal, il lui fallait construire le plus grand barrage jamais conçu. Il s'élèverait à 32 mètres et aurait près de 140 mètres d'épaisseur. Derrière lui, un lac artificiel de 7,5 millions de mètres cubes. Le bassin de Saint-Ferréol collecterait l'eau de plusieurs sources. Sur le papier, tout semblait parfait. Mais il n'y avait qu'un homme sur Terre assez riche pour financer l'audacieux projet de Riquet. Pour accéder au roi, Riquet devait approcher son tout-puissant contrôleur des finances, Jean-Baptiste Colbert. Il dessina des plans qu'il présenta à Colbert. Colbert en reconnut immédiatement le potentiel pour remplir les coffres de l'État. Restait à convaincre le roi, qui trouva l'idée excellente. Le canal serait un projet prestigieux à la hauteur de son règne. Louis XIV a très bien compris le potentiel de l'architecture dans la confection d'une image qui incarnerait non seulement son autorité et son statut personnel, mais aussi ceux de son royaume. Pourtant, Riquet allait devoir entamer ses propres économies pour financer un tiers du projet avant que Louis XIV ne donne son approbation. En 1666, sans aucune formation d'ingénieur, Riquet se lança dans une tâche ardue, construire son gigantesque canal. Il commença la construction du lac de Saint-Ferréol, qui dura 4 ans. Tandis que l'on construisait le lac artificiel et le système d'alimentation, on posait la première pierre du canal à Toulouse le 17 novembre 1667. Dès janvier 1668, 2000 ouvriers étaient à pied d'œuvre. Au plus fort de la construction du canal, Riquet employait 12 000 ouvriers, parmi lesquels 600 femmes, en raison d'une pénurie de main-d'œuvre masculine. Afin de s'assurer une main-d'œuvre nombreuse et compétente, il payait bien au-dessus des tarifs alors en vigueur, fournissait des logements à des prix abordables et donnait même des jours de repos ou des arrêts maladie. Il a introduit une sorte de sécurité sociale avant l'heure. Il y avait des congés payés, ce qui était inouï pour l'époque. Il était très en avance sur son temps, mais il le fallait s'il voulait inaugurer le projet dans un délai raisonnable. Très vite, le projet titanesque de Riquet et sa politique sociale généreuse attirèrent les critiques. Les détracteurs de Riquet l'accusèrent de gaspiller les deniers de l'État à sa propre gloire et pour un projet voué à l'échec. Même Colbert émit des doutes. En 1677, 10 ans après son lancement, le projet connut une crise alors que le canal s'approchait du versant sud de la colline d'Ansérune. Riquet proposa une nouvelle idée audacieuse. Creuser un tunnel pour y faire passer le canal en utilisant des explosifs. Quand la rumeur arriva à Paris, Colbert paniqua. Il ordonna l'arrêt du chantier et annonça l'envoi de commissaires royaux. Soit le rêve de Riquet devenait réalité, soit des décennies de dur labeur partaient en fumée. Et la fortune de Riquet avec.
Colbert lui a dit « Nous ne croyons pas au succès de cette entreprise ». Riquet aurait alors augmenté le nombre d'hommes et de femmes travaillant au projet. Quand les commissaires royaux sont arrivés, environ 2 semaines plus tard, il avait réussi à percer la colline et démontrer la faisabilité du projet. Pendant 15 ans, Riquet avait fait face à tous les obstacles possibles, qu'ils soient naturels ou du fait de l'homme, pour bâtir son cher canal. Âgé de 76 ans, il était épuisé. Le 1er octobre 1680, Riquet, gravement malade, appela son fils à son chevet et lui demanda où en est le canal. Son fils lui répondit qu'il n'était qu'à 5 km de la mer. Et Riquet rendit l'âme. Le canal fut inauguré 8 mois plus tard, 8 mois de trop pour que son créateur ne le voie. Le 15 mai 1681, le canal du Midi fut ouvert à la navigation. Le canal du Midi est un chef-d'œuvre. La solution du transport fluvial en France est restée la meilleure des solutions jusqu'à aujourd'hui. Le canal du Midi en a ouvert la voie. Le canal du Midi, un projet parmi les dizaines que réalisa Louis XIV dans sa quête de puissance et de gloire. À la fin de son règne, ses dépenses excessives avaient conduit la France au bord de la faillite. Son régime autocratique et ses dettes immenses allaient semer les graines de la révolte un siècle plus tard. En 1789, la monarchie fut renversée par la Révolution française. Louis XVI et Marie-Antoinette eurent la tête tranchée, place de la Révolution. Mais le règne de la terreur se retourna contre lui-même. Danton, Robespierre et les autres pères de la Révolution française furent à leur tour guillotinés ou périrent assassinés dans leur baignoire. De ce chaos sortit un jeune et brillant général corse qui allait conduire la France vers une nouvelle ère, impériale celle-ci. 1795. Un jeune officier d'une petite île de la Méditerranée s'apprête à faire sa première tentative pour prendre le pouvoir. Paris a du mal à se remettre des 3 années de troubles sanglants qui ont suivi la Révolution. Son règne va enflammer l'imagination du peuple français et en faire l'un des plus grands conquérants de l'histoire universelle. Son nom, Napoléon Bonaparte. Napoléon était une force de la nature. Il était d'une audace hors du commun. Il s'est imposé à l'Europe avec une telle autorité qu'il a marqué l'histoire comme peu d'autres l'ont fait, à part César. L'ascension de Napoléon est fulgurante. En un an, il passe du rang de commandant de l'armée de l'intérieur à celui de commandant en chef de l'armée d'Italie. En 1796, l'Autriche attaque les troupes françaises en Italie. Napoléon transforme une armée peu motivée et famélique en véritable force. Il remporte bataille sur bataille contre l'Autriche, reconquérant la majeure partie du nord de l'Italie et faisant même capituler la sérénissime République de Venise. Lorsque Napoléon revient à Paris, c'est un héros. Il s'empare alors du pouvoir. Mais après 10 années de boucherie dans le sillage de la Révolution française, le peuple de Paris et de France est prêt à l'accueillir en sauveur. En 1804, Napoléon est couronné empereur à Notre-Dame. Il existerait un dessin préparatoire de Jacques-Louis David où l'on voit Napoléon prendre la couronne des mains du pape et se couronner. Il se serait tourné vers son frère pour lui dire « Si papa pouvait nous voir ». Malgré cet ego surdimensionné, Napoléon ne voulait pas ériger de monument à sa gloire. Il en fit pourtant bâtir un. 70 000 tonnes de pierre en forme d'arc modelé d'après l'arc de Titus dans le Forum romain. Il allait s'appeler l'Arc de Triomphe. En 1809, Napoléon choisit les plans de l'architecte François Chalgrin pour son arc de triomphe. Pour son emplacement, il opta pour l'extrémité ouest de l'avenue des Champs-Élysées, sur la place de l'Étoile.
La structure était celle d'un arc simple dont la hauteur sous voûte était de 30 mètres et la largeur de 15 mètres. Le monument, avec ses 50 mètres de haut et 45 de large, était 2 fois plus grand que son modèle romain. À la base des piliers de l'arc se trouvent 4 gigantesques hauts-reliefs commémorant la Révolution et les guerres napoléoniennes. Ce grand arc, trônant majestueusement en haut de l'avenue la plus célèbre de Paris, incarnait la puissance et la splendeur. Napoléon était un autodidacte, ce qui correspondait à bien des égards aux valeurs de la Révolution. Ce genre d'individualisme effronté faisait l'admiration des gens. En 1812, Napoléon avait conquis la majeure partie de l'Europe, mais il avait les yeux plus gros que le ventre. Il envahit la Russie. On connaît la suite. Des vivres insuffisants, des hivers rigoureux, la résistance du peuple russe. Napoléon dut capituler. Il abdiqua et fut exilé sur l'île d'Elbe. Mais il s'échappa et reprit le pouvoir pendant les fameux 100 jours, avant d'être battu à Waterloo et renvoyé en exil sur l'île de Sainte-Hélène, cette fois définitivement. Peut-être en raison du respect et de la crainte que ressentaient les Français à l'égard de Napoléon, on poursuivit la construction de l'Arc de Triomphe, qui fut achevé en 1836. Le monument devint l'emblème de la France, jusqu'à ce qu'une étrange structure d'acier efflanqué change à jamais la physionomie de la ville. L'Arc de Triomphe culmina sur Paris encore 50 ans avant de succomber à une grande dame qui allait à jamais marquer les esprits. En 1889, Paris allait s'offrir un des monuments les plus mémorables et audacieux du monde, la Tour Eiffel. Les années 1880 marquèrent l'apogée de l'Empire français. Une superpuissance coloniale qui possédait un tiers de l'Afrique, l'Indochine et une importante partie des Antilles. L'exposition universelle de 1889 avait pour but de célébrer le centenaire de la Révolution française et d'établir une nouvelle ère de rayonnement de la France. Le gouvernement français choisit une pièce maîtresse grandiose pour l'exposition, une tour spectaculaire de 300 mètres, le symbole audacieux de l'optimisme et de la confiance. Le ministre du Commerce, Édouard Lecroix, y voyait le symbole du progrès et le perpétuel désir d'ascension de l'humanité. Un concours d'architecture réunit 100 projets, parmi lesquels celui des entreprises Gustave Eiffel. Depuis les années 1830, c'est en vain que les ingénieurs s'étaient évertués à construire une telle tour. La réputation internationale d'Eiffel comme fantastique constructeur de ponts gigantesques et de mégastructures et son élégant projet de tour en firent le vainqueur sans conteste. Mais la tour de Gustave Eiffel n'était pas du goût de tous. Dès que les plans furent rendus publics, une énorme protestation se fit entendre parmi les artistes et les intellectuels parisiens. On la trouvait laide, industrielle, inutile. C'était un affront au paysage parisien et à tous ces merveilleux monuments classiques. Aujourd'hui, nous sommes habitués à la Tour Eiffel, mais à l'époque, elle détonnait vraiment dans le paysage. Gustave Eiffel s'apprêtait à transformer le concept même de la construction d'édifices, mais aussi la physionomie d'une ville entière. La tour allait être le précurseur des gratte-ciel, et ce n'était pas du goût de beaucoup de Parisiens, tout comme 100 ans plus tard, la pyramide de Paye devant le Louvre. Mais les détracteurs de la Tour Eiffel n'étaient pas seulement des âmes bien pensantes. Il s'agissait d'architectes et d'écrivains de renom. Guy de Maupassant aurait déclaré « J'irai y manger car c'est le seul endroit de Paris d'où je ne la vois pas. » La Tour Eiffel allait mesurer 300 mètres de haut, la plus grande structure construite par l'homme dans le monde. En janvier 1887, Eiffel lança le chantier au Champ de Mars sur la rive gauche de la Seine et rencontra son premier problème. Des échantillons de sol pour le futur emplacement des 2 piliers au bord du fleuve étaient humides et poreux.
Un sérieux obstacle pour une tour de 7000 tonnes. La solution d'Eiffel, une approche novatrice pour ancrer dans le sol sa gigantesque tour. Pour les fondations au bord du fleuve, il enfonça des caissons métalliques étanches sous le niveau de l'eau jusqu'à la roche solide, afin que les ouvriers puissent travailler. Les fondations furent posées en diagonale, afin que les 4 énormes piliers de la tour exercent une poussée uniforme. Eiffel démontra son génie pour l'innovation dans sa conception des arcs de soutènement des piliers. Il plaça un vérin hydraulique dans chacun des piliers afin de les aligner avec précision une fois ceux-ci érigés. Eiffel devait à présent faire face à son plus grand défi, le vent. Sa solution allait ouvrir la voie à la technique de construction des gratte-ciel. Les plus grands noms de l'architecture du XXe siècle allaient tous marcher dans ses traces. Eiffel faisait autorité quand il s'agissait d'aérodynamique des grandes structures, mais là, même lui, avançait dans l'inconnu. Eiffel utilisa une série de piliers de structures en treillis dont les arêtes arrondies atténuaient les effets du vent. La tour fut conçue de manière à ne pas osciller de plus de 12 cm sous les plus fortes rafales. Le 1er juillet 1887, la tour commença à s'élever. D'énormes tronçons de la structure d'acier furent hissés à leur place par de petites grues pivotantes à vapeur. 2 tiers dérivés avaient déjà été posés dans les ateliers afin de faciliter l'assemblage des éléments sur place. Pour accélérer la construction, Eiffel avait préfabriqué certaines pièces. Il était doté d'un sens de l'organisation remarquable. La construction aérodynamique d'Eiffel se révéla payante. Il avait fallu jusque-là des décennies pour bâtir les grands monuments, près de 2 siècles pour Notre-Dame. Mais la tour Eiffel fut construite en 22 mois, nécessitant seulement 300 ouvriers. En 1889, date de son achèvement, le chef-d'œuvre de Gustave Eiffel détrôna la grande pyramide de Khéops en Égypte et devint le plus haut édifice du monde, record qu'elle conserva jusqu'en 1930, où elle fut à son tour détrônée par le Chrysler Building de New York. Ce qui est merveilleux à propos de la tour Eiffel, c'est qu'elle a horrifié les Français les premières années qui ont suivi sa construction. Elle reflétait la technologie française et l'audace architecturale qui ne plaisait guère à une partie de l'élite conservatrice. Aujourd'hui, on la trouve simplement magnifique. Le 21 juin 1889, la tour Eiffel fut inaugurée. Gustave Eiffel organisa en personne des visites guidées pour de nombreuses personnalités et têtes couronnées, parmi lesquelles Buffalo Bill, le Shah de Perse, le roi du Siam, le prince de Galles et même Thomas Edison. Pour faciliter l'ascension, on confectionna même des costumes pour dames. La tour fut le clou de l'exposition internationale, attirant près de 2 millions de personnes. Gustave Eiffel l'avait financée à 80% en échange des revenus de toutes les concessions. Il rentra dans ses frais en une année et la tour fit de lui un homme riche. La tour Eiffel symbolisait la société républicaine idéale. Elle est faite de nombreuses petites pièces reliées entre elles. En cela, elle est comparable à la société républicaine composée de gens de tous horizons, se soutenant mutuellement au sein d'un gouvernement démocratique qui défend la République et la fait avancer. Malgré la mauvaise humeur des chauffeurs de taxi parisiens, j'adore cette ville et j'adore la France. De toute façon, les chauffeurs de taxi sont grincheux dans tous les pays. Si je pouvais remonter le temps, ce que j'aimerais faire par-dessus tout, ce serait de passer un week-end à Versailles en compagnie de Louis XIV, ou boire un café avec Victor Hugo, l'un de mes héros, ou regarder Cézanne peindre, ou encore Rodin sculpter. En attendant, je suis ravi de prendre mon café en admirant Notre-Dame ou les vitraux de la cathédrale de Chartres, ou les yeux rivés sur la tour Eiffel, en me demandant comment ils ont fait pour arriver à obtenir une poussée de 4,5 kg par centimètre carré sur les principaux points d'appui. La grâce, le style et le raffinement français ont perduré de Charlemagne jusqu'au XXIe siècle.